Bienvenue à l'émission Bouddha de Gas Pump. Je m'appelle Rick Archer et mon invité cette semaine est Anita Moorjani. Bienvenue Anita. Thank you. Merci. Anita is pretty well known, at least in certain circles, as a result of Anita est quelqu'un de plutôt bien connu, du moins dans certains cercles, suite à une expérience de mort imminente plutôt dramatique. Elle a écrit un livre intitulé « Revenu guéri de l'au-delà ». J'ai lu votre livre du début à la fin. J'ai également écouté une douzaine de vos interviews et je ne me suis jamais lassé d'écouter votre histoire. J'espère que vous n'êtes pas lassé de la raconter. Vous l'avez probablement racontée maintenant des milliers de fois. Non, je ne suis pas lassée de la raconter. Et je suis très contente que vous ayez lu mon livre parce que les interviews sont, à vrai dire, du moins pour moi, beaucoup plus intéressantes quand la personne qui m'interviewe a déjà lu mon livre. Oui, j'essaie de préparer le plus possible pour ces entretiens. Et je trouve que toute votre histoire est fascinante et pleine d'un tas d'idées intéressantes que nous pouvons discuter. Je m'impatientais donc d'avoir cette interview avec vous, tout comme de nombreux téléspectateurs dont certains m'ont envoyé des questions qu'ils voulaient que je vous pose. Je ferai donc ça également. Oui, bien sûr. Vous avez donc l'habitude de raconter votre histoire. Alors pourquoi ne pas commencer tout de suite? Car il y a beaucoup de gens qui ne l'ont probablement jamais écoutée, même si d'autres la connaissent déjà. Bien, en 2002, j'ai été diagnostiqué d'un lymphome. Et en l'espace de 4 ans, le cancer s'est répandu dans tout mon système lymphatique. Au début de 2006, j'avais des tumeurs partout dans mon système lymphatique. J'avais des ganglions lymphatiques enflés à la base de mon crâne, autour de mon cou, sous mes bras, sur ma poitrine et jusqu'à mon abdomen. Et le 1er février 2006, je suis tombé dans le coma. Et à ce stade-là, en dehors des tumeurs qui s'étaient répandues dans tout mon système lymphatique, j'avais des lésions cutanées ouvertes. Je respirais à l'aide d'une bouteille d'oxygène. J'avais de l'eau dans mes poumons et mes muscles s'étaient complètement atrophiés, ce qui fait que je n'arrivais plus à marcher. On me poussait dans une chaise roulante. J'avais constamment une petite fièvre et parce que j'avais plein d'eau dans les poumons, je toussais et j'étouffais de façon constante. Je ne pouvais même plus m'allonger à plat complètement. Je vivais donc dans un extrême malaise. Et en février 2006 donc, je suis tombé dans le coma. Les médecins ont dit à ma famille que je vivais mes dernières heures, que mes organes avaient cessé de fonctionner et que c'est la raison pour laquelle j'étais dans le coma. Donc, pour les médecins, je n'avais plus aucune chance de m'en sortir. Mais bien que j'étais dans le coma, j'étais consciente de tout ce qui se passait autour de moi. J'étais visiblement dans le coma, mais je voyais en réalité tout ce qu'il y avait autour de moi. À vrai dire, personnellement, je me sentais étonnamment bien. Je me sentais légère et libre. Et pour la première fois, je me suis sentie guérie et en bonne santé. C'était comme si toute la douleur était partie. Toutes les peurs et toutes les choses que je devais affronter n'existaient plus. Je me sentais incroyablement bien, tout simplement. J'avais le sentiment que j'étais entouré d'êtres qui prenaient soin de moi, mais j'avais le sentiment aussi que j'étais aimé, aimé d'un amour inconditionnel. Et c'était la première fois que je me suis senti comme ça de toute ma vie. Words can't even begin to do it justice to this experience because it was like for the Les first mots time I ne didn't peuvent have à eux seuls rendre justice à cette expérience, car pour la première fois, je ne me suis pas senti dans l'obligation de faire quoi que ce soit pour être aimé. J'étais aimé juste du fait d'exister. and I became aware Et of my je suis father devenue consciente de mon père, qui était mort 10 ans auparavant. and I sensed his essence. Je sentais son essence qui était là avec moi. And it was like his essence C'était was comme mine. It si was like son it just essence avait fusionné avec la mienne. Il communiquait avec moi, mais à ce plan de l'existence, la communication ne se fait pas de la même façon qu'ici.
Elle ne se fait pas par le truchement d'une langue ou par la voix. On a l'impression qu'on se fond dans l'essence de l'autre. On devient une seule entité. Et nous savons ce que les autres veulent que nous sachions, tout simplement. Et de façon instantanée. Quand vous étiez dans cet état, aviez-vous l'impression d'avoir un corps? Puisque vous dites que vous vous êtes senti bien pour la première fois depuis très longtemps. Était-ce un bien-être physique que vous ressentiez ou était-ce un bien-être dû au fait que vous vous êtes senti enfin libéré de la condition physique misérable dans laquelle vous vous trouviez? Plutôt la dernière raison. Je ne ressentais pas mon corps physique ni rien. Pareil pour la communication. Il n'y avait pas un élément biologique qui permettrait de communiquer. Je n'avais pas de voix ni d'yeux. Donc, bien que ma conscience ne passait pas par des yeux physiques, j'avais l'impression d'avoir une vision périphérique de 360 degrés. J'étais consciente de tout ce qui se passait autour de moi, non seulement de ce qui se passait dans la salle, mais de ce qui se passait en dehors de la salle aussi. N'ayant pas de corps physique, j'avais l'impression que ma conscience ne cessait de s'étendre, parce qu'elle n'était pas limitée au corps physique. J'avais le sentiment que je n'arrêtais pas de m'étendre au-delà de la salle, au-delà de l'hôpital. Je pouvais m'étendre sans fin. J'avais le sentiment que je pouvais être n'importe où et partout en même temps. Vous n'aviez pas le sentiment d'avoir ne serait-ce qu'un corps subtil. Vous étiez juste un être de conscience ou quelque chose comme ça. Vous n'aviez pas une main qui était subtile par exemple. Vous étiez juste cette intelligence ou cette conscience ou je ne sais quoi. Oui, c'est le sentiment que j'avais eu. Et pourtant, j'étais consciente de mon corps qui gisait là. J'étais consciente que cette personne qui a existé, c'était moi. J'étais aussi consciente des autres. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas un point où il commençait et où je finissais, ou un point où je finissais et il commençait. Il n'y avait pas de séparation. Intéressant. Je vous ai interrompu quand vous disiez que vous aviez vu votre père. Et vous avez dit dans votre livre que vous aviez vu aussi l'une de vos anciennes amies, qui était également morte d'un cancer. Voulez-vous, s'il vous plaît, reprendre à partir de là? Bien sûr. J'ai vu mon père, qui était mort 10 ans auparavant. Et j'ai également vu une de mes amies, qui était morte d'un cancer 2 ans auparavant, et qui me manquait énormément. Mais il y avait aussi le fait que pendant les derniers jours, ou plutôt les dernières semaines de sa vie, je n'étais pas allé la voir parce que je devais faire face à mon propre cancer. Et par conséquent, la voir se détériorer me faisait peur, même si je savais qu'elle voulait que je sois avec elle. J'ai donc ressenti beaucoup de culpabilité du fait de ne pas être allé la voir et de ne pas avoir passé du temps avec elle pendant qu'elle traversait ses dernières épreuves. Ce qui fait que, quand elle est morte, je me suis senti terriblement coupable. Et cette culpabilité m'a poursuivi tout le temps. Cependant, quand je l'ai vue dans l'autre monde, je n'ai ressenti de sa part que de l'amour inconditionnel. Ce n'était même pas du pardon. C'était comme s'il n'y avait rien à pardonner. J'avais le sentiment qu'il y avait une compréhension totale de sa part. Elle comprenait parfaitement la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'avais fait. C'était une compassion parfaite, une empathie parfaite, une compréhension parfaite. Il n'y avait même rien à pardonner. Pareil pour mon père. J'avais le sentiment que je l'avais beaucoup laissé tomber de son vivant, parce que je ne me conformais pas à ses attentes culturelles. Je m'étais toujours demandé ce que mon karma me réservait, à cause de certains de mes comportements qui n'étaient pas bien vus dans ma culture. Mais la seule chose que j'ai ressentie dans cet autre plan de l'existence, c'est l'amour inconditionnel. Mon sentiment général était qu'il n'y avait aucun jugement, quel qu'il soit. C'est peut-être une question un peu futile, mais je voulais vous la poser quand même. Vous dites que vous avez vu votre ami et votre père. Comment les avez-vous reconnus? Avaient-ils une forme physique reconnaissable ou était-ce juste leur essence qui communiait avec vous? C'était une pure essence, mais une essence clairement reconnaissable. Je comprenais ce qu'ils voulaient que je sache. C'était comme si je ne formais plus qu'une et une seule entité avec eux. Il était parfaitement clair pour moi que c'était eux, et même le type de message qu'ils m'ont délivré. C'était exactement le même message qu'ils m'auraient délivré de leur vivant.
Mon père était très protecteur et il voulait que je sache que ce n'était pas encore mon heure. Mon ami voulait que je sache que je devais retourner et vivre sans peur. C'était si caractéristique de ce qu'ils étaient. And that probably wasn't, Et ce n'était probablement pas un conseil qui vous enthousiasmait particulièrement, étant donné l'état dans lequel se trouvait votre corps. Exactly. No, Exactement. I wanna come back. Non, je ne voulais pas revenir. Vraiment pas. Et vous savez, hormis le fait que mon corps se détériorait et qu'il était mourant, hormis le fait qu'il était souffrant, il y avait aussi le problème de ma famille qui devait prendre soin de moi. Et je ne voulais plus que ma famille souffre. C'est pour cette raison que je ne voulais vraiment pas revenir. But then I felt what I can only describe as like a state of complete clarity, like as though Et puis, j'étais dans un état que je ne peux décrire autrement que par un état de parfaite clarté. C'était comme si je venais de m'éveiller à ce sentiment, comme quoi tout était très clair pour moi. J'ai compris pourquoi j'avais eu le cancer. J'ai compris tout ce qui s'était passé dans ma vie jusque-là. Et pourquoi ma vie était ce qu'elle était jusque-là. and there was just this incredible clarity. And then I understood Il y avait une clarté incroyable, tout simplement. Et j'ai alors compris ce que nous sommes supposés être. J'ai compris que j'étais un être incroyablement magnifique, même si c'était quelque chose dont je n'avais jamais pris conscience, quelque chose que j'avais toujours nié. Je m'étais toujours vue comme un paillasson. Je m'étais toujours vue petite pour que les autres puissent être grands. J'ai toujours voulu plaire aux autres. J'ai compris que mon but consistait à revenir et à vivre en tant que cet être magnifique. Et c'est vrai pour tout le monde. J'ai compris de façon claire pourquoi j'avais eu le cancer. Et puis, j'ai compris que si je faisais le choix de retourner dans mon corps, celui-ci devait guérir. And of course there was that flew in the face. Bien sûr, ce que vous dites là est diamétralement opposé à ce que les experts croient, car personne ne pensait que vous aviez la moindre chance de guérir. yeah, exactly. Because when I did come back, well, it was at that Oui, point that exactement. my friend D'ailleurs, quand j'étais dans cet autre plan de l'existence, mon ami m'a dit « Maintenant que tu sais ce que tu sais, retourne-y et vis ta vie sans peur. » Mon père aussi m'a dit « Ce n'est pas encore ton heure, retourne-y. » Je sentais donc qu'il fallait que je revienne. Et lorsque je suis revenu et ouvert les yeux, mais beaucoup de choses se sont passées dans cet autre plan de l'existence. Cependant, la notion du temps est très différente là-bas. Et donc, bien que j'y étais pendant une trentaine d'heures, j'avais l'impression d'y avoir été beaucoup plus longtemps. And Et so when I une did fois que open j'ai my eyes, ouvert les yeux, tout le monde était très surpris. Et j'ai guéri vraiment très vite. Les médecins ne croyaient pas leurs yeux. Ils ne savaient même pas ce qu'ils devaient écrire dans mon dossier médical. When you Lorsque vous avez ouvert les yeux et que vous êtes redevenue consciente, aviez-vous immédiatement su tout ce que vous veniez de vivre lors de cette expérience merveilleuse, ou est-ce qu'il vous a fallu quelques jours ou quelques semaines avant que vous ne puissiez vous en souvenir? it took some days because when I first opened my eyes, it was like Ça a pris quelques jours parce que lorsque j'ai d'abord ouvert les yeux, c'était comme si je vivais encore dans les deux mondes à la fois. Je ne savais même pas que j'avais été dans le coma. Par exemple, l'une des choses que j'ai vues quand j'étais dans cet état, c'était comme si j'avais pris conscience du fait que je choisissais de revenir dans mon corps. Et j'ai eu cette impression de voir le médecin entrer dans la salle et dire à ma famille « Nous avons de bonnes nouvelles, ces organes fonctionnent de nouveau. and I actually saw that pan out if I chose » Et j'ai vu ça en vrai quand j'ai choisi de revenir dans le monde. Et lorsque je suis revenu du coma, lorsque le médecin est entré en vrai dans la salle et qu'il m'a dit « Nous avons de bonnes nouvelles, vos organes fonctionnent de nouveau », j'ai dit quelque chose du genre « Mais ne m'avez-vous pas dit ça hier déjà ?» Pour moi, c'était quelque chose qui s'était déjà produit. Et tout le monde me regardait l'air de dire « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et j'ai dit en effet à mon mari et à mon frère, je leur ai dit « Mais il est venu hier et il m'a dit que mes organes fonctionnaient. » Et ils m'ont dit « Non, il n'est pas venu. » Pour moi donc, ce qui s'était passé était réel. J'ai vu ce qui allait se produire plus tard.
mais aussi je reconnaissais les gens et je leur parlais sans toutefois me rendre compte que j'avais été dans le coma. Et quand on me demandait « Comment as-tu pu entendre ça? Tes yeux étaient fermés » ou « Comment as-tu pu reconnaître le médecin ?» je disais « Mes yeux étaient fermés vraiment ?» On me disait « Mais tu étais dans le coma » mais je n'avais pas le moindre souvenir de l'avoir été. Non seulement ça, mais vous avez vu votre frère quand il revenait d'Inde en avion. Et vous avez vu votre mari quand il parlait au médecin plus loin dans le couloir. Vous avez vu des choses que même les gens qui se trouvaient dans la même salle n'auraient pas pu voir. Et pourtant... Oui, et tout le monde dans la salle se demandait ce qui se passait. Ça m'a pris, je pense, 4 ou 5 jours. Un soir, j'étais très ému, car les souvenirs se sont mis à revenir. Et la première chose dont je me suis souvenu, c'est le fait d'avoir vu mon père me dire qu'il fallait retourner, car ce n'était pas encore mon heure. Et puis, je me suis souvenu de mon frère dans l'avion et du fait que je ne voulais pas mourir avant son arrivée car il allait être peiné s'il venait jusque-là sans pouvoir me voir. J'étais donc très ému et je me suis mise à pleurer. Ma famille me demandait ce qui n'allait pas et je leur ai dit que quelque chose s'est passé quand j'étais dans le coma et que c'est la raison pour laquelle je pensais être réveillé. Et je me suis mise alors à leur raconter chaque jour davantage de ce qui s'était passé. Et c'est en leur parlant que je me suis rendu compte que beaucoup de choses s'étaient produites. J'avais l'impression que je pouvais continuer à raconter à l'infini, tellement il y avait des choses à dire. Pensez-vous que, encore maintenant, des années plus tard, vous continuez à récolter des fruits de cette expérience? Que des souvenirs que vous aviez oubliés continuent à vous revenir? Oui, à vrai dire, il n'y a pas que ça. Je dis parfois en parlant de cette expérience que c'était comme une porte qui, une fois ouverte, vous ne pouvez plus la refermer. Car, hormis ce que j'ai appris quand j'étais dans cet état, il y a toujours des choses qui continuent à me revenir. C'est comme si je recevais des cadeaux sans fin. Et la seule manière pour moi de parler de cette expérience, c'est d'utiliser des métaphores. Imaginez que vous marchiez sur un chemin qui est déjà pavé. La route est déjà ouverte en quelque sorte. Et imaginez que vous vous prépariez à entreprendre un voyage sur cette route lorsque soudain quelque chose se produit, comme le fait de connaître une expérience de mort imminente. Et cette chose vous change complètement. Elle vous fait prendre une direction complètement différente de celle que vous alliez prendre au départ. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que peu importe le temps écoulé, vous n'oubliez jamais cette expérience. Parce que, justement, plus le temps passe, plus vous êtes différente de la personne que vous auriez été si vous aviez emprunté le chemin que vous vouliez emprunter au préalable. Souvent, les gens me demandent si mes souvenirs ne commençaient pas à s'estomper et comment est-ce que je pouvais encore récolter des fruits d'une expérience qui a eu lieu il y a longtemps. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut voir les choses, car en fait, vous devenez quelqu'un de différent. Et la nouvelle personne que vous devenez pense aussi, du coup, de façon différente. Et puisque penser est quelque chose que nous faisons tous les jours, puisque nous sommes constamment en train de penser, en train d'évoluer et de grandir, ma façon de penser, d'évoluer et de grandir a aussi pris une direction différente de celle qui était la mienne auparavant. Donc, la personne que je suis en train de devenir tous les jours est de plus en plus différente de celle que j'aurais été sans cette expérience. Je pensais à une métaphore pendant que vous disiez ça. C'est comme si on avait quelqu'un de paralysé qui se déplace dans une chaise roulante et qui, après avoir guéri de façon miraculeuse, retrouve l'usage de ses membres. Cette personne aura toute la vie devant elle pour apprendre de nouvelles choses à faire avec ses muscles et ses membres. Des choses qu'elle n'aurait jamais pu faire dans sa chaise roulante. Il n'y a donc pas de fin à toutes les possibilités qui s'offrent à nous une fois que cette capacité a été réveillée. Exactement. Et c'est une question qu'on me pose beaucoup. Les gens me disent oui, mais cette expérience a eu lieu il y a 6 ans en arrière. Et je leur dis oui, mais j'étais dans une chaise roulante. Et j'étais destiné à y rester à vie. Maintenant, non seulement je marche,
Mais je me suis mise à courir, à escalader les montagnes, et donc je grandis et j'apprends, mais dans une direction totalement différente. I think I'll Oui, take up et je vais reprendre le tennis et apprendre à jouer au violon. Yeah, exactly. And it's all so they become a different person. And who they're Exactement. becoming Donc, is on devient more une and personne more different from différente. the person Et cette who's personne been. qu'on devient est de plus en plus différente de celle qu'on était. Et c'est exactement ce que j'ai découvert. Notre façon de penser la peur, la maladie change. Et donc, puisque je prends une autre direction qui est différente, je pense aussi de façon différente. J'ai de nouvelles informations, une autre manière de me développer, des choses que j'apprends tous les jours de ma vie. Yeah. Do you, having had that huge contrasting experience between the ordinary world that we live in and the world that you had a glimpse of, when you Ayant vécu cette fabuleuse expérience de contraste entre le monde dans lequel nous vivons et le monde que vous aviez aperçu, lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous vivez votre vie, est-ce que vous voyez les autres comme si vous étiez dans un état de rêve? La grande majorité des gens sont, comme le dit cette phrase dans la Bible, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir de façon peu claire. Je veux dire, est-ce que vous vivez dans un monde de rêve, sachant que la grande majorité des gens n'ont pas la moindre idée qu'il puisse y avoir une réalité bien plus vaste, qui est juste sous leur nez, mais dont ils sont inconscients. Yes. yeah. Yeah, I exactly feel that way. And I see the way people Oui, je ressens les choses exactement de cette manière. Et quand je vois comment les gens finissent par croire en des choses, pour vous donner un exemple au hasard, quand j'étais aux États-Unis, j'ai remarqué qu'il y avait des publicités à la télévision pour le dépistage du cancer. Et c'était toutes des publicités qui font appel au sentiment de peur. Elles disent « Une personne sur deux aura un cancer en l'an 2000. Faites-vous examiner, etc. » J'ai le sentiment que je peux maintenant voir ce qu'il y a derrière tout cela. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en désaccord avec moi. Mais désolé, c'est ma façon de voir le monde maintenant. J'ai le sentiment que c'est l'attention portée de plus en plus au cancer qui est à l'origine de l'augmentation des cas de cancer. I was thinking about that, and because I've been reading your book and everything, about how fear is such a powerful cause of cancer. Je pensais à tout cela en lisant votre livre où vous expliquez pourquoi la peur peut être un facteur important de cancer. Mais pour moi, il s'agit peut-être là d'une catégorie de cancer, car visiblement, le cancer peut avoir d'autres causes, comme le fait de trop fumer, ou le fait d'être exposé à des radiations ou à certaines substances chimiques, ou même le fait d'être génétiquement prédisposé. L'une des participantes au concours de beauté en Amérique a décidé de subir une double mastectomie à cause d'une longue histoire de cancer de sein dans sa famille. Pouvons-nous dire que le cancer se divise en deux catégories, une catégorie dont l'origine est la peur et l'inquiétude, comme ce fut votre cas, et une autre catégorie de cancer qui peut être exacerbée par la peur, mais dont on peut quand même être atteint indépendamment de notre attitude? Okay, so Je n'irai pas jusqu'à être catégorique et dire que le cancer causé par la peur est un cas qui s'applique à tout le monde, même si c'était le cas pour moi. Je suis donc d'accord avec vous sur le fait que tout le monde n'a pas le cancer à cause de la peur. Mais je pense que dans les autres cas, comme dans le cas de l'hérédité et ainsi de suite, je pense que c'est beaucoup moins répandu que nous le pensons. Je pense que nous sommes nombreux à avoir peur du cancer parce que nos parents, nos grands-parents, nos tantes, nos frères ou nos sœurs l'ont eu. Je ne pense pas, à vrai dire, et c'est mon opinion personnelle, je ne pense pas que le cancer se transmet de façon héréditaire. C'est plutôt le fait de le voir, d'en être conscient, d'en parler, de le respirer. Tous les jours, nous nous entendons dire que tel ou tel l'a eu, que notre tante ou notre mère ou notre sœur l'ont eu, et on se dit « Mon Dieu, j'ai tellement peur, je vais l'avoir aussi, il faut que je subisse une double mastectomie ». Je ne vois pas les choses de cette manière. Le fait est que je ne vois plus le cancer comme une maladie physique. Je suis incapable de le voir comme tel, car j'ai fait l'expérience du cancer et j'ai vu la rapidité avec laquelle j'ai pu en guérir juste parce qu'un changement a eu lieu intérieurement, au point que les médecins eux-mêmes n'ont pas pu trouver une explication à ma guérison. Il n'y a pas de science exacte dans ce domaine. Aussi proche que nous pensons être de la solution, celle-ci ne viendra, à mon avis, jamais de la médecine.
Après tout ce que j'ai vécu, je ne le crois pas. Je vois le cancer de manière complètement différente, comparé à une personne ordinaire. Et probablement aussi comparé à un oncologue ordinaire. Je ne peux pas voir le cancer comme les autres le voient. Après tout ce que j'ai vécu, je ne peux tout simplement pas. Je peux comprendre pourquoi vous ne pouvez pas, et votre cas est très convaincant. Je veux dire, si vous avez pu guérir du cancer, ou si quelqu'un atteint d'un cancer à un stade aussi avancé que le vôtre a pu en guérir, il est sûr que cette personne, même si sa mère ou sa grand-mère en a été atteinte, ne va pas nécessairement recourir à la mastectomie, étant donné qu'elle sait qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire au niveau spirituel ou je ne sais quoi, et qui éliminerait cette possibilité. Je pense que c'est dû à cette attention constante portée à la maladie. Vous savez, quand on commence à avoir ce sentiment que le cancer est si répandu, ma mère l'a eu, ma sœur l'a eu, cette attention constante, cette peur du cancer donne à ce dernier comme une sorte de présence continuelle dans notre conscience, dans notre énergie. Ce n'est pas une question de gène ou d'ADN. Il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Après avoir vécu cette expérience, et alors que j'en parlais une fois, quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je regarde Bruce Lipton. Et quand je l'ai fait, j'ai parfaitement compris pourquoi. Parce qu'il a prouvé scientifiquement, en réalité, que le cancer n'est pas une question de gène. Et que même lorsqu'on pense que c'est héréditaire, ça ne l'est pas. Il dit que c'est l'environnement. Non pas l'environnement physique, mais l'environnement émotionnel. Et c'était intéressant car je me suis dit, ce que Bruce a fait, ce qu'il dit concorde parfaitement avec ce que je dis.